Espace TV, le 22h. Vous êtes sur Espace TV. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce 22h, répartition des 15 places pour le CNT. L'ANAD et le RPG Arc-en-Ciel obtiennent 4 places chacun. Sidia Touré et les autres membres du FNDC se contentent de 2 places. Comme on pouvait s'y attendre, les mécontents, il y en a eu. Justin Leno sera là pour les détails. Bisbille entre le Komigi et Komisgi, le ministre de la Culture interdit toute activité relative à l'organisation de Miss Guinée. Nous sommes le 22 novembre 2021, il y a 51 ans aujourd'hui depuis que la Guinée a été attaquée par des Portugais. L'opération dénommée Marvédé a duré quelques heures. Elle serait l'un des complots de Sékou Touré pour se débarrasser de quelques Guinéens, tout comme elle serait un coup de la France et du Portugal. C'est notre angle de ce lundi réalisé par Mamadou Saliouba. Bienvenue à tous. La classe politique a finalement réussi ce lundi à repartir ses 15 représentants au futur Conseil national de transition. Les coalitions comme l'ANAD ainsi que le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont obtenu chacun 4 places. Le reste des places a été reparti aux autres coalitions politiques en fonction des critères qui ont prévalu. Justin Leno et Ibrahim Souma pour des explications. La répartition des 15 places accordées à la classe politique au Conseil national de transition a été faite sur la base des critères. Il s'agit notamment des partis ayant participé à une élection majeure ou qui ont un poids électoral. Ainsi, l'ANAD a obtenu 4 places sur les 15. L'ANAD, au niveau du FDG, l'ANAD, nous avons accepté les 4 points, les 4 représentants, parce que nous avons discuté avec les autres partis politiques. Et je pense que ce résultat-là reflète à peu près la réalité. Le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés ont aussi obtenu 4 places. Les partis ténors se disent donc satisfaits. Nous sommes très satisfaits de cette rencontre. De toute manière, quand on dit qu'il faut discuter, c'est que chacun marche et vous trouvez un terrain d'entente. C'est Ousmane Dori, président du mouvement national démocratique, qui a joué le rôle de médiateur dans ce processus. Il précise que ceux qui seront désignés seront considérés comme des porte-voix de la classe politique. Ces 15 sont les ambassadeurs, les délégués, les conseillers de la classe politique guinéenne au sein du CNT. A souligné que le FNDC politique et la COPED ont obtenu 2 places chacun, tandis que la CPR, la CORED et les autres alliances ont encaissé 1 place chacune. La retraite à Forêt-Kéria a duré 2 jours. Cette retraite aura permis aux membres du gouvernement de réfléchir sur les orientations, la vision de la transition et ses valeurs fondamentales qui sont unité, travail et esprit d'équipe ont ponctué leur séjour. Mariam Fodé Camara, décryptage. Les défis sont énormes et le temps presse. Le gouvernement de transition conduit par Mohamed Beavoudi se trouve dans l'obligation d'aller vite sans confondre vitesse et précipitation tout en mettant l'accent sur l'efficacité. Le président Mamadi Doumbouya se veut clair sur les objectifs. Par le biais de cet exercice, le chef de l'État entend raviver la cohésion et l'esprit de solidarité nécessaires à la réalisation de leur mission dans une logique de performance et de franche collaboration portée par une coordination efficace de l'action gouvernementale. Ces missions se déclinent d'abord par l'adoption d'une nouvelle constitution par voie référendaire, la mobilisation et la sécurisation des ressources à la bonne conduite de la transition, la conduite de l'audit des organismes et services publics, garantir un état de droit et respecter les libertés fondamentales, pour ne citer que ceci. Une des missions phares, c'est bien la lutte contre la corruption et la récupération des biens de l'État, et cela devrait essentiellement être des fers de lance de l'action gouvernementale. Une mission certes difficile mais exaltante. La finalité doit être la mise en place des institutions fortes dans un état de droit où les fondamentaux d'une véritable démocratie sont sacrés, respectés et opposables à tous.
Pour cette retraite, les membres du gouvernement étaient tous vêtus en tenue militaire, symbolisant l'éthique et l'unité qui doivent caractériser l'action gouvernementale, à l'image des forces de l'ordre. Le président du RDIG ne mâche pas ses mots face à l'actualité sociopolitique du pays. Ce lundi, dans un entretien accordé à nos reporters, Jean-Marc Teliano semble tourner le dos à son allié par rapport à la libération de l'ancien président Alpha Condé. Il demande d'ailleurs au RPG de revoir leur stratégie. Amara Alex Silla et Ali Badara Kamara l'ont rencontré ce lundi. Suivez. L'ancien ministre d'Alpha Condé et allié du RPG arc-en-ciel lors des dernières élections. Jean-Marc Teliano ne partage pas l'idée du parti jaune qui demande la libération de leur champion aux mains de la junte au pouvoir depuis le 5 septembre dernier. Il y a mieux à faire, estime le président du RDIG. Pour moi, la libération du professeur Alpha Condé ne doit pas être une priorité. C'est la paix, l'apaisement. C'est d'accompagner d'abord les nouvelles autorités qui reconnaissent que Alpha Condé est leur père. Même si cela paraît légitime, pour Jean-Marc Teliano, le RPG arc-en-ciel, s'il veut obtenir la libération de l'ancien président, doit repenser sa stratégie. Ça dépend de l'attitude que nous, alliés et le RPG, allons adopter, qui nous facilitera la remise en liberté du professeur Alpha Condé. Vous savez, il y a beaucoup de stratégies pour libérer le président Alpha Condé. Mais je pense que c'est dans l'apaisement que nous pouvons trouver une solution pour la libération du professeur Alpha Condé. Le RDIG fait partie des formations qui ont soutenu le 3e mandat d'Alpha Condé. Son président l'assume, mais salue aussi l'avènement du CNRD qui a écourté le régime déchu. J'apprécie à plus d'un titre. J'ai été l'un des premiers à saluer et d'adhérer. Et j'adhère. J'accompagnerai cette transition jusqu'au bout. Sur la question de désignation des acteurs politiques au CNT, Jean-Marc Teliano insiste sur la mise en place des critères de désignation. Debout la République, un tout nouveau parti politique créé depuis 2019 en Guinée, relance ses activités pour accompagner les nouvelles autorités de la transition. Debout la République souhaite changer les stratégies de conquête du pouvoir. Il a fait savoir ce lundi à travers une conférence de presse. Marisa Kamara, Aliouba. Un parti politique créé pour conquérir le pouvoir, Debout la République veut œuvrer pour le rassemblement des Guinéens, participer pleinement à la construction du pays. Il y a eu un mariage d'idées et d'énergie et finalement d'ambition, de rêve. Et donc c'est pour un peu couronner tout ça qu'aujourd'hui on a décidé de lancer cette activité. Et on espère que vous nous verrez beaucoup plus souvent sur l'échiquier politique. Le président de ce parti invite les autorités actuelles à considérer tous la population dans son ensemble. Plus l'État est présent dans la vie de ces populations, plus le sentiment de citoyenneté est élevé. Plus l'État est absent dans la vie publique de ces populations, plus le sentiment de citoyenneté est à terre. Femmes et engagement politique est nécessaire. Lance cette responsable du parti. Les femmes, dit-elle, sont à la base de l'évolution de la société. Donc je pense que notre rôle est un rôle d'incitateur, un rôle de motivateur, mais un rôle aussi d'innovation et de protection pour nos enfants et pour l'avenir de nos Debout la République est ouvert à toutes les personnes qui veulent l'intégrer. Le 22 novembre 1970, qui marque l'agression portugaise, ne laisse pas de marbre le Parti démocratique de Guinée et du Rassemblement démocratique africain. Les cadres du parti sont revenus ce lundi 22 novembre sur le passé de cet événement douloureux qui a enregistré la mort de plus de 500 Guinéens. Face à l'ennemi, le sens du patriotisme a joué un rôle essentiel pendant l'invasion. Images et témoignages d'Ibril Ba, Tierno Sadouba. La nuit du 22 novembre 1970, une opération appelée Mar Verde, menée par des Portugais, débarque dans des bateaux qui mouillent les côtes guinéennes. L'objectif de cette agression était de capturer Amilcar Cabral, chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, et renverser le régime d'Ahmed Sékou Touré.
51 ans après, les cadres du PDGRDA ont toujours des réminiscences d'une journée qu'ils considèrent très douloureuse. Un jour que le Guinéen ne doit en principe pas oublier. Parce que ça incarne notre souveraineté, comme je l'ai annoncé tout à l'heure dans mon discours. Cheikh Fantamadi est un historien. Il cherche à faire comprendre le pourquoi d'une incursion dans un pays souverain. La razzia s'est déroulée en plein mois de pénitence et de soumission à Dieu. Mais qu'à cela ne tienne, le Ramadan a encore plus motivé le Guinéen de lutter contre l'ennemi. Des hommes en sont descendus, se sont attaqués à plusieurs places stratégiques, causant la mort, la dévastation. Au lendemain de cette agression, des résolutions des organisations internationales condamnent les envahisseurs. Dans le même élan, les Guinéens, comme un seul homme, ont combattu l'ennemi. Cela doit servir de leçon, selon nos interlocuteurs, le renforcement de la cohésion sociale. Une date se caractérisant, vous l'avez entendu tout à l'heure, par tant de victimes. Une date donc qui, à mon avis, au lieu d'être un facteur de division, de discorde, doit plutôt avoir un effet mobilisateur. Le 22 novembre 1970 est considéré comme le point culminant de la contradiction entre la révolution du régime de Sékou Touré et ceux qui n'en voulaient pas. A rappelé qu'une mission de terrain menée par les Nations Unies a condamné le Portugal et tous ses soutiens. Et du côté de la Guinée, l'exigence du feu Ahmed Sékou Touré était que le parti libère toutes les colonies à sa possession sur le continent africain. Comme annoncé dans nos précédentes éditions, les enseignants-chercheurs de l'Université de Kankan ont mis leur menace de grève en exécution ce lundi à la demande de la section du syndicat national autonome des enseignants du supérieur SNESUR. Ils ont boudé les salles de classe, ce malgré la forte mobilisation des étudiants. Des étudiants demandent aux nouvelles autorités de prendre des dispositions idoines pour éviter, disent-ils, que leur année universitaire ne soit perturbée. Alpha Omar Kouita, notre correspondant régional, y a fait un tour. Voici son constat. L'université de Kankan ce lundi, premier jour de grève des enseignants-chercheurs. Les étudiants en grand nombre obligés de repartir à la maison. Aucun enseignant n'est visible. Aujourd'hui, nous sommes venus à l'université. Donc on nous a dit qu'il n'y avait pas cours, que les professeurs sont en train de gréver. Donc tout le monde est rentré à la maison. Nous sommes venus aujourd'hui dans la cour. Nous avons appris qu'il y a la grève et pourtant nous venons de débuter les cours. Nous n'avons même pas fait encore 2 semaines si on nous parle des cours, de participer les cours. Donc ça ne rentre pas dans nos intérêts, quoi. Nous venons d'arriver, on n'a même pas commencé les cours d'abord et nous voyons toutes ces perturbations. Donc ça nous met beaucoup en retard. J'ai pris beaucoup au gouvernement de prendre ces dispositions. Nous demandons à l'autorité de trouver une solution à ces problèmes pour que nous puissions commencer les cours dès maintenant. Le mot d'ordre est observé et le secrétaire général de la section du syndicat national autonome des enseignants du supérieur de Kankan s'en félicite. Mes impressions sont bonnes ce matin parce que le mot d'ordre de grève qui a été déclaré par la section syndicale a été observé par l'ensemble des travailleurs de l'université de Kankan ce matin. Comme vous le constatez, l'université est pratiquement vide et tous les enseignants sont à la maison. Les grévistes exigent le départ du secrétaire général de l'université et l'équipe du pôle financier. Ils en appellent à la réaction du président de la transition. Il se bat aujourd'hui pour l'assainissement des fichiers des finances publiques. Nous aussi, nous nous battons dans ce sens-là pour que la gouvernance soit vertueuse à l'université de Kankan. Nous lui demandons de nous soutenir pour que vraiment les personnes incriminées dans la malversation à l'université de Kankan puissent quitter, notamment le secrétaire général, pour le financier assistant, excepté le chef comptable matière et matériel. Massila, la jeune fille victime de viol et tentative d'avortement il y a 2 mois, est décédée le week-end à Tunis où elle a été évacuée pour des soins. Ce lundi, une délégation gouvernementale composée de plusieurs ministres s'est rendue dans la famille mortuaire pour présenter les condoléances. Bernard Koundouno et Aboubakar Din Kamara. Massila, la victime de viol, est décédée à Tunis. Son domicile continue d'accueillir les connaissances, toutes consternées. Que Dieu n'a qu'à lui donner le paradis. Parce que mon enfant, la malheur qu'il a vu ici, ça m'a choqué trop même. Parce que mon enfant, celui que j'ai espoir, il a fini son étude. Aujourd'hui, il doit me donner le bonheur. Il doit me faire tout. Aujourd'hui, les hommes ont tiré mon enfant. La ministre de la Justice, à la tête d'une délégation gouvernementale, est venue présenter les condoléances de l'exécutif
qui s'est déjà exprimé à travers un communiqué. Fatoumata Yari Souma rassure la famille de la conduite de la procédure judiciaire. Nous sommes venus pour apporter encore une fois notre compassion à la famille, leur marquer notre solidarité, leur dire que ce deuil-là est le deuil de tout le monde. Tout le monde se sent concerné par ce deuil et nous leur réitérons l'engagement ferme des autorités de la transition de laisser éclater la vérité. La famille de la victime désemparée compte désormais sur la justice guinéenne. Je ne pourrais pas agir, je ne pourrais pas prendre personne, sauf je vais laisser avec l'État. Moi, je suis un simple civil, un débrouillard. Selon le parquet du tribunal de première instance de Dixine, 3 présumés auteurs sont déjà détenus à la maison centrale de Conakry et le 4e en fuite serait activement recherché. Les réactions se multiplient depuis le décès de Massila, victime de viol par un groupe de médecins à Anta. Les professionnels de la santé déplorent l'attitude de ces individus et invitent l'État à l'organisation du secteur et des sanctions contre les coupables Djenab Bangoura et Yacouba Traoré. Tout d'abord, l'Ordre national des médecins de Guinée condamne ce meurtre et se désolidarise des présumés auteurs qu'il ne reconnaît d'ailleurs pas. Comme eux, Dr Ben Youssouf fustige le comportement indélicat de ces médecins. Pas de médecins, nous sommes en face de délinquants sexuels qui ont commis cet acte dans l'exercice illégal de la profession. Ces soi-disant médecins ne figurent pas sur la liste du Conseil national de l'ordre. Et d'ailleurs, certains parmi eux n'ont même pas terminé leur étude de médecine. C'est en forme de pyramide. Les pyramides, il y a les petits accidents qui arrivent finalement. Au sommet, un grand accident arrive. Ces pratiques-là sont courantes dans des soi-disant cliniques de quartier qui ne respectent aucune règle, ni aucune déontologie médicale. Jamais pareil cas de viol par des médecins n'a suscité autant d'émotions et d'indignation. Désormais, la réorganisation des sanctions au sein de la corporation s'impose, estiment ces professionnels de la santé. C'est vraiment dommage. L'État doit prendre toutes les responsabilités pour éliminer toutes ces cliniques qui ne sont pas dans les normes et mettre au pas tous ceux qui appliquent la médecine et qui n'ont pas droit de l'appliquer. Il faut que les médecins soient identifiés. Il faut qu'ils soient codés. Le code doit servir de prescription parce que tous les médecins n'ont pas droit à la prescription. Ces acteurs se sont déjà constitués partie civile dans ce dossier. Aux dernières nouvelles, la dépouille de Massila est attendue ce mardi à Conakry où une manifestation d'interpellation des autorités est prévue. Justice donc pour Massila. Une chaleur étouffante des habitants de Conakry l'ont constaté dans leurs environnements immédiats. Les causes sont multiples et variées. L'œil d'un météorologue doublé d'un environnementaliste vous est proposé par notre rédaction. Mamadou Sadio Baldé est allé à leur rencontre. De passation de la période humide à la période sèche, nous avons toujours cette tendance de chaleur, de ressenti de chaleur que nous pouvons avoir à notre niveau. L'explication qu'il apporte est la suivante. La vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, ce sont des gaz à effet de serre. Ils accumulent de la chaleur et nous savons que le sol est suffisamment humide, poursuit le directeur national de la météorologie. Il y a également les continents, les océans qui contiennent de l'eau. Lorsqu'ils reçoivent de la chaleur, le rayonnement solaire aidant. Lorsque l'air qui circule sur la surface de la Terre, que nous appelons l'air qui quitte la mer pour le continent, la mousson qui cesse graduellement, jusqu'au moment où nous allons rencontrer l'air qui va quitter le continent pour la mer, que nous appelons l'harmattan. Les constructions anarchiques en bordure de mer, la destruction de la biodiversité, ces immeubles qui tutoient le ciel ne favorisent pas une bonne circulation de l'air. Et ils veulent donner la poitrine de leur construction, de leurs immeubles à la mer. Maintenant, quand le vent de mousson vient de la mer, ne va pas arroser la ville. Il y a aussi l'industrie
Avant, on avait des cités industrielles, là où on doit faire des industries. Mais aujourd'hui, les industries se trouvent dans tous les quartiers presque de Conakry et qui dégagent des gaz de chaleur en grande quantité. Que dire de l'abandon de ces forêts qui devraient être hautement protégées? Nos forêts périurbaines aujourd'hui sont mal entretenues, sont même dévastées, attaquées. L'une des solutions pratiques consiste à une prise de conscience individuelle, collective et enfin administrative. Et on demande à chaque famille, chaque concessionnaire de planter un arbre chez lui. Et ensuite, les usines là ne doivent pas être un peu partout. En attendant ces mesures pratiques souhaitées par l'environnementaliste, le météorologue souligne que nous allons subir nos CRS que pour une petite période. Je vous le disais au sommaire, le ministre de la Culture interdit toute activité relative à l'organisation de Miss Guinée. Le département dit constater que des deux agences se tiraillent et revendiquent la légitimité d'organiser Miss Guinée 2021. Il s'agit de Komigui et Komisgi. La publication du document intervient au moment où Komisgi, piloté par CAPAF, s'apprêtait à donner les grandes orientations de cet événement. Mamadou Boulere Diallo et Ousmane Sissi. Aminata Diallo et ses collègues s'apprêtent à tenir une conférence pour informer le monde des beautés comment ils comptent organiser Miss Guinée 2021. Alors qu'ils attendaient la délégation du ministère de la Culture, c'est un communiqué du même département qui vient changer l'ordre du jour. Le ministère de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat constate avec regret que des agences Komigui et Komisgi se tiraillent pour l'organisation de l'élection Miss Guinée 2021. En conséquence, le ministère en charge de la culture, du tourisme et de l'artisanat demande aux deux agences en cause et à toute autre agence animée de la même intention l'arrêt immédiat sur toute l'étendue du territoire national de toutes les activités entrant dans le cadre de l'organisation de l'élection Miss Guinée. Confuse avec ses collaborateurs, Aminata Diallo annule sa conférence et s'excuse auprès des médias qui ont effectué le déplacement. On voulait faire les choses normalement, c'est-à-dire avec les autorités compétentes, les autorités qui nous ont donné l'agrément, qui est le ministère de la Culture. Donc on va rester derrière eux jusqu'à ce que cette histoire soit réglée. L'agence Komisgi a tout de même fait part de son étonnement quant à l'interdiction brusque de l'organisation de ce concours de beauté. Nous n'avons pas reçu de signal venant du ministère. Nous avons consulté le site du ministère, nous n'avons pas vu le communiqué. En attendant, deux Guinéennes défendent le drapeau hors du continent et pour Yacouba Diallo, c'est une affaire de patriotisme qui prime sur toute autre considération. Parce que la Miss, elle ne va pas représenter X ou Y, elle représentera la Guinée. CAPAF se voit donc dans l'obligation de se soumettre au communiqué du ministère de la Culture et espère qu'il reviendra sur sa décision afin de lui permettre de dérouler son agenda. Le journal se poursuit à présent notre angle. « 22 novembre 1970, 22 novembre 2021, 51 ans aujourd'hui depuis que la Guinée a été attaquée par des Portugais. L'opération dénommée Marvédé a duré quelques heures. Elle serait l'un des complots de Sékou Touré pour se débarrasser de quelques Guinéens, tout comme elle serait un coup de la France et du Portugal. Mamadou Saliouba nous remonte l'histoire. Suivez. Des centaines de mercenaires ont été recrutés, ont été cantonnés dans une île de Guinée-Bissau. Et le Portugal fasciste en voulait tellement à la Guinée, parce que la Guinée était la base des mouvements de libération des colonies portugaises. À la violence impérialiste, le peuple a victorieusement opposé la violence révolutionnaire par une fermeté intransigeante et un courage résolu. Une phrase témoin d'un événement, celui du 22 novembre 1970, où la Guinée a été attaquée par des Portugais avec l'opération Mar Verde. 50 ans après, Yaya Chérif, ancien diplomate
étudiant à l'époque, revient sur les coulisses de cette attaque menée dans la plus grande discrétion avec l'aide de certains Guinéens qui en avaient marre du régime. À Matam, où le maire a été à la rencontre de certaines personnes qui devaient venir, il les a accueillis. Au niveau, derrière le Camboiro, vers la villa, vers la Payotte, il y a aussi certains qui se sont déplacés pour accueillir des militaires qui sont venus de l'extérieur. Dans la discrétion, les Portugais entrent dans le pays et dans le flou, des infiltrés proches du président Sékou Touré cherchent à renseigner les agresseurs sur l'endroit exact où le président va passer la nuit. La quête des informations va se traduire par des visites à la case Bellevue. La dernière visite était celle de Barry III, qui n'avait pas l'habitude de lui rendre visite, surtout à une heure indue. Mais il est venu rester. Finalement, le président lui a demandé des choses, qu'il voulait se coucher, il veut se réveiller le matin de bonne heure. Le président s'est mis en pyjama, et quand il a vu que le président était en pyjama, c'est seulement qu'il a quitté. Et l'information donc qu'il a donnée en tant que coordonnateur civil des activités militaires qui devaient se produire sur le terrain indiquait que le président était bien à la case Bellevue. Ce qui a expliqué l'importance de l'attaque au niveau du camp de la case Bellevue, qu'ils ont eu à détruire la plupart des choses, des installations. Mais ceux qui ne savaient pas, dès qu'il a quitté, le président Sékou Touré s'est habillé pour retourner à la présidence de la République. Le président Ahmed Sékou Touré vient de déjouer une des missions des agresseurs. Il était au courant de l'attaque, mais ne saurait pas à quel moment, à quel jour, les Portugais allaient passer à l'action, d'où la prise du Camboiro dès les premières heures de l'opération Mar Verte. Ils avaient eu la complicité de l'infirmier-major M. Diallo Kelupita, qui a fait entrer une équipe à l'intérieur du camp avant les événements. Et pour cela, il avait fait partie de sa famille à Pita, 2 jours auparavant. Et les agresseurs sont rentrés. L'école de police qui était à l'intérieur du Camboiro, ils ont attaqué les élèves policiers qui étaient là. Ils en ont égorgé. Le Camboiro est pris par les Portugais. Le général Lansine Diané, président du comité révolutionnaire, est arrêté. La situation se complique. Mais le président Ahmed Sékou Touré gagne la confiance de son peuple à travers un appel à la résistance. Il a demandé au peuple de Guinée, mon peuple. La nation est attaquée. Il fallait être fier d'entendre le discours de Ahmed Sékou Touré. Mahfoud Bangoura a lancé le mot d'ordre à 23h d'attaquer, que les femmes sortent avec les mouchoirs rouges et les pilons. On n'a plus le courage, nous sommes sortis. On n'était pas bien formés. On tirait dans les feuillages. Alors que Lansana était simple lieutenant à ce moment. Alors que celui de Mouya, on tirait dans les feuillages. Moi qui vous parle, j'avais un groupe à Dabondi. Le camarade Sana est là, il est à Dabondi. On nous a tous armés, tout le monde avait des armes. L'implication des civils complique la tâche aux agresseurs qui avaient réussi à libérer des prisonniers capturés en Guinée-Bissau, mais emprisonnés en Guinée. Par contre, l'ambition de tuer le président du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, Amilcar Cabral, ainsi que son soutien, Ahmed Sékou Touré, qui avait accepté que des armes destinées à la Guinée-Bissau transitent par la Guinée, échouent. Pour les agresseurs,
l'issue est incertaine. Ils avaient commencé à avoir faim, et au fur et à mesure ils avaient faim, ils revenaient dans les quartiers, s'adressaient aux jeunes filles pour acheter de l'orange et sortaient la monnaie étrangère. C'est ainsi qu'on a su que c'était ça, que c'était les ennemis. Mais la date du 22 novembre, qui a coïncidé au 22e jour du mois de Ramadan, n'est pas fortuite. De l'extérieur, la France, qui n'a pas digéré le référendum du 28 septembre, mènerait son propre combat ce même 22 novembre pour renverser le régime de Sékou Touré avec des hommes politiques guinéens présents dans le pays. Ce sont des gens qui se battaient pour nous ramener dans le giron français. Et le symbole de cela, c'était le 22 novembre. Parce que le 22 novembre était la date anniversaire de la naissance du général de Gaulle. Il est décédé le 9 novembre 1970. Donc quand ils ont choisi la date du général de Gaulle, c'était comme pour relever le défi qui a été lancé au général de Gaulle le 28 septembre 1958. C'est David Souma, qui était syndicaliste ici, à la CF, qui a initié cette affaire d'agression. Le feu vert a été, ils ont obtenu le feu vert d'Ofoy, Boigny. Les premiers financements sont venus d'un détournement de fonds à la caisse de sécurité sociale du Sénégal. Ça peut se vérifier. Malgré l'appui de l'extérieur, la Guinée tient le coup et réussit à enterrer l'impérialisme. Mais à quel prix? Avec les tueries, l'histoire du Camboiro et les pendaisons qui ont suivi l'agression, les événements qui entourent le 22 novembre 1970 réécriront toujours l'histoire de la Guinée d'Ahmed Sékou Touré. Voilà, nous disons merci à Mamadou Saliou pour ce grand élément que nous appelons chez nous Grand Angle. Alcini Bari a réalisé cette édition qui s'achève juste après moi. Vous suivrez les publics reportages sur la réalisation d'un projet routier du président sierra-léonais. Le tronçon de 78 km est frontalier avec la Guinée. Et puis l'école primaire de Tamaramsi a été entièrement rénovée et équipée par la société UMS à travers la fondation Fadi Wazni, les élus locaux ainsi que la population était fortement mobilisée pour la circonstance. Merci de nous préférer chez vous. Bonsoir. Projet de construction d'une autoroute frontalière Koindou-Guinée long de 78 km. Financée à 94 millions de dollars, cette infrastructure ouvrira un espace commercial et favorisera le commerce entre la Sierra Leone et la Guinée. Le directeur général du groupe Gicopress, Youssouf Dekazi Kamara, se dit très heureux de faire partie de la réalisation. La construction de la route sera non seulement très bénéfique pour les habitants de Konon, mais signifie beaucoup pour le pays et ses voisins de l'Union du fleuve Mano. Nous sommes très heureux de la reconnaissance de l'excellent travail que nous avons produit dans ces deux villes. C'est ce qui démontre aujourd'hui la capacité de la société à atteindre les objectifs du gouvernement en matière d'infrastructures routières. Le nouveau projet, c'est un projet de route de 78 km qui relie la ville de Sefadou à Kamiandor. C'est au nord de la Sierra Leone. Depuis l'implantation de l'entreprise Gicopress en Sierra Leone en 2013, elle a énormément contribué à la construction des routes principales. L'axe Konon et de Kabala fait partie de ces réalisations. Le président sierra-léonais ne doute pas de la qualité des travaux qui sera fait par l'entreprise guinéenne. Pour Julius Madabio, c'est un grand jour pour les habitants de Konon. Nos félicitations à Gicopress pour l'accompagnement, car cette route sera bénéfique pour les peuples guinéens et sierra-léonais. Nous mettrons un accent particulier sur les infrastructures pour notre développement. Ces travaux, une fois achevés dans les 3 prochaines années, devraient répondre aux normes internationales et facilitera le déplacement des usagers, rassurent les responsables du projet.
À Kaloya se dresse une nouvelle unité industrielle au grand bonheur des habitants. Spécialisée dans la fabrique des aliments pour les bétails, Sénéa Agro-Industrie a une capacité de production de 5 tonnes à l'heure pour une production journalière de 50 tonnes. Pendant son inauguration, des convives, notamment la délégation du département du commerce, ont été éblouis par ce nouveau joyau. Ce qu'ils sont en train de faire, ça réduit le chômage, ça crée de l'emploi et ça fait que des familles entières vont pouvoir sortir de la pauvreté. Sénéa Agro-Industrie est composée entre autres de 4 silos de stockage de maïs d'une capacité de 80 tonnes, dont 20 tonnes chacun. Puis un système de collecte, de broyage et de mélange d'une capacité moyenne de 5 tonnes à l'heure. Le coût de cet investissement s'élève à 5 milliards 850 millions de francs guinéens. Quoi de normal pour Kaltamba qui veut participer au développement économique du pays. Notre pays se bat aujourd'hui pour l'autosuffisance alimentaire. Dans le domaine de l'élevage, je trouve que c'est important d'avoir de tels investissements. L'installation de cette unité industrielle est le résultat d'un partenariat avec un fournisseur allemand d'équipements post-record appelé RILA International. Son concepteur a trouvé mieux pour assister cette inauguration. On peut se servir de cela comme exemple pour faire d'autres points, c'est-à-dire des points de représentation RILA en Guinée. Les installations que vous voyez sont de qualité. Elles sont fabriquées en Allemagne. Le montage de cette unité industrielle a nécessité l'arrivée de 2 spécialistes allemands qui ont formé 20 jeunes Guinéens en technique de montage des différents équipements. Silos de stockage, conteneurs de collecte, des broyeurs et de mélangeurs. C'est un ouf de soulagement pour les investisseurs qui ont tant attendu ce jour. Désormais, la société Kimbo SA va exporter la bauxite du port de Guéméiré jusqu'au niveau du marché mondial. Face à une réalisation qui a pris du temps, l'actionnaire principal se voit dominé par une émotion. Depuis 2006, je me suis battu pour que ce jour arrive avec des souffrances, beaucoup de souffrances. J'ai divorcé, j'ai vendu mes maisons, mes terrains. Je suis tombé malade, mais avec l'aide de Dieu et la bénédiction de mes parents, je tiens toujours bon. Et aujourd'hui, Dieu m'a montré ce jour. Construit depuis 3 ans, c'est pour une première fois qu'une tonne de bauxite doit transiter dans ce port avant de s'acheminer vers le marché mondial. Fruit de plusieurs négociations avec le ministère des Mines qui a réuni 2 opérateurs miniers pour un objectif commun, ce projet va servir de croissance économique de la Guinée selon les cadres du ministère des Mines. Pour nous, cette infrastructure, ce projet qui vient de se mettre va renforcer la contribution du secteur minier à l'économie nationale, va permettre de créer plusieurs autres milliers d'emplois. Ça va avoir un impact significatif sur le développement socio-économique de la Guinée. 90 millions de dollars, c'est le coût total de la réalisation du projet. Lors du cérémonial d'inauguration, les messages sur le respect du contenu local ont été rappelés par les autorités de Bofa. Pour les sociétés, il faut qu'ils arrivent à respecter, n'est-ce pas, le contenu local. Sinon, ça ne peut pas aller parce que c'est sans ce respect-là, ça peut toujours créer des problèmes. La réalisation de cet ambitieux projet répond à la politique de mutualisation des infrastructures minières prônée par le gouvernement de la République. L'ambition des investisseurs, c'est d'être parmi les géants miniers du pays. Si tu entres à l'école, c'est pour être premier. J'ai été footballeur, j'étais avant-centre. J'ai toujours cherché à marquer des buts. Je me battrai pour que Kimbo reste parmi les premiers en République de Guinée.